Non. Ah oui. Mais non. Non. Oui. Hein. Ah non. Non, 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 non. Pas encore Disney. Pardon, pardon, pardon. Je suis là, toujours en retard. Je vais arrêter d'annoncer les choses en avant, je pense. Bon, comme deviné au début, je joue un peu trop, mais ça ne m'empêche pas de parler du film d'aujourd'hui. Au départ, ça devait être un autre film, mais on se retrouve encore à parler d'un film Disney. Mais avec des dinosaures. Du nom de... Dinosaures. Ouais, l'imagination n'était pas au plus haut à l'époque. Le film est sorti pendant la période de transition de chez Disney. C'est le moment où ils enchaînent des films qui étaient un peu spéciaux, on va dire. On peut citer Chicken Little, Volt, Bienvenue chez les Robinson, bien sûr La planète au trésor, Atlantide et Cusco. Le or. Donc, il faut savoir que la plupart ont été des échecs, mais ont vécu une sorte de renaissance aujourd'hui, reconnaissant enfin leur talent et leur humour. Ce qui est important à savoir, c'est que ces films étaient des expériences qui ont vécu une création très difficile, passant souvent entre plusieurs réalisateurs et concepts d'idées. Le film Dinosaur est un très bon exemple. Sorti en 2000 et réalisé par Eric Ledwin et Ralph Sondheim, pourtant il a mis 14 ans à sortir et est passé aux mains de beaucoup de réalisateurs avant d'arriver enfin à eux, changeant beaucoup de concepts et... Autant commencer le résumé pour mieux comprendre. Bizarre cette sensation. Au fond d'un œuf, dans une vallée où la vie rayonne, des géants vivent dans le calme. Les seuls qui mettent le bazar sont les enfants, dont surtout un qui suit un papillon partout. Un véritable lieu de paradis. Pas de panique, je vais lui parler, c'est un malentendu. Il a juste dû avoir... J'ai rien dit. Heureusement, un œuf survit, mais ce sera le début d'un grand voyage qui passera devant de nombreuses espèces de dinosaures que je ne citerai pas pour l'instant, sous une musique. Au final, l'œuf arrivera sur une île remplie de lémuriens qui décidera de le garder, bien qu'il soit... Bien plus tard, quand il aura grandi et joué à la chaîne alimentaire avec les enfants. Ah oui, et j'avais oublié les présentations. Dans cette belle famille, on a bien sûr notre dino lémurien Aladar, adopté par Plio, et son père, Yar, le doyen du groupe. Sans oublier Zinni qui... Ma parole, je suis un malade. Et Suri, la plus jeune du groupe. Tout ce monde vit une vie paradisiaque. En plus, c'est la saison des amours. Ah, le calme et la tranquillité. Avance rapide. Le calme est donc brisé par une météorite tombée du ciel détruisant leur île, mais ils s'en sortent en sautant dans l'eau. Ils survivent mais ne peuvent que regarder impuissants leur monde sombrer devant leurs yeux. Par la suite, ils errent pour survivre, arrivant dans un désert loin d'être accueillant puisque les occupants ont un régime alimentaire un peu différent. Heureusement, les petits carnivores arrêtent la course et maintenant... Écarte-toi de mon chemin! Ouais, ils sont fichus. Aladar et la famille font ainsi la rencontre de la Horde, un groupe de dinosaures qui cherchent la Terre des Nids, une terre qui aurait survécu à la météorite. Ils se lient ainsi d'amitié avec Béline, Ima et Earl, qui sont considérés comme les plus faibles, car étant trop lents pour la Horde. Mais vu comment ils sont traités, bah... Laissez les faibles rythmer la marche. Ça, c'est une idée. Laisse-moi le soin d'avoir les idées, Aladar. Je reste avec eux, même si c'est plus dangereux. Après, ils pourraient faire un petit effort pour éviter de se faire remarquer quand même. Hey, maman,
mademoiselle. La drague, tout un art. C'est dans cette ambiance entre la mort et la bêtise que Kron et son second Bruton lancent le début d'un long périple rempli de supplices. Et même s'ils ont failli abandonner, le plus dur est à venir. Plus précisément, il est derrière. Et oui, les petits n'étaient pas la seule menace. Mais heureusement, ils arrivent à un point d'eau qui est asséché. Cette fois, c'est réellement la fin. Aladar, voyant que Ima commence à lâcher prise, ils arrivent, grâce à leur intelligence et à la taille de Béline, de faire ressortir de l'eau cachée sous terre. Un point pour les faibles. Pourtant, Kron, dans toute sa finesse, pousse tout le monde, déclenchant une bataille. De son côté, Bruton, parti en repérage, tombe sur la seconde menace pour la Horde, après Kron, et c'est pas très bien parti pour finir bien. Du côté de la Horde, un petit rapprochement se fait entre Nyra, la sœur de Kron, et Aladar, ce qui ravit Plio et Yar. Et un de casé. Et... bon, un de casé. Mais ce sera de courte durée, car Bruton revient blessé, ce qui oblige la Horde à repartir, laissant derrière notre petit groupe. Se retrouvant seul face à la nuit. Et Carnator, une bouche pleine de dents et une mauvaise haleine. Ima, comment tu sais ça? Tu m'expliques? Bon, pas grave. Le groupe, en pleine nuit et perdu, tombe sur Bruton, abandonné lui aussi par la Horde. Heureusement, le groupe trouve une grotte avant que la pluie arrive et s'y abrite, avec Bruton qui a finalement rejoint le groupe. Ils peuvent maintenant se reposer un peu avant de reprendre la route. Ce qui permet à Plio d'essayer de soigner les blessures de Bruton qui a fini par comprendre une chose importante. Bon, on passe désormais en zone spoiler. Voici un petit timecode si vous voulez pas être spoilé la fin du film. En attendant, je vais me faire un petit plaisir. Je suis beau en baryonyx, non? Je crois que c'est la seule forme que j'aime prendre en dehors de la mienne. Un élément cinématographique plutôt que logique. Aladar et Bruton se réveillent ainsi donc par les Carnators qui font maintenant bouger le sol. Tout le monde se dirige au fond de la grotte en cycle. Mais à cause d'une pierre qui tombe dehors et d'un éclair inattendu, le groupe est révélé. Les carnivores foncent ainsi sur eux, mais grâce au sacrifice de Bruton, les prédateurs sont ensevelis et meurent sur le coup. Ok, l'un des deux a survécu et repart à la chasse de la Horde. De leur côté, le groupe étant perdu dans la grotte, ils jouent à ce qu'ils voient. Ça commence par un ro, ça finit par un ché. Un rocher. Bon, alors toi, t'es vraiment super fort, ouais. Moi, je vais vous dire ce que je vois. Un cul de sac. Pourtant, Zinni sent une odeur et fait apparaître un jet de lumière, vite fait refermé à cause d'un éboulement. Et c'est là où Aladar baisse les bras. Et Béline sort de ses gonds, explosant avec le groupe l'éboulement, libérant la terre des nids. Il remarque cependant que le chemin habituel de la Horde est impossible d'accès, forçant Aladar à rejoindre la Horde pour les sauver avant que le géant arrive. Il arrive heureusement à temps, mais quand il explique la situation à Kron, il ne se laisse pas faire, essayant de tuer Aladar en combat. Le duo ainsi victorieux part avec la Horde. Allez, pan! Point final, c'est la victoire des faibles! Ah! Et le combat final arrive enfin. Et c'est pas très bien parti car la panique arrive. C'est là où Aladar hurle contre le prédateur, la Horde faisant de même, arrivant à le repousser dans un coin. Carnator est ainsi battu, ou plus précisément dégoûté, mais il remarque cependant Kron, têtu comme il est, en train d'escalader et décide de l'attaquer. Sa sœur, ne pouvant abandonner son frère, part à son secours avec Aladar, arrivant malheureusement trop tard, mais ils feront faire une chute mortelle au prédateur, laissant le reste de la Horde sur la terre des nids.
Allez, un brin d'espoir, tout ce que j'aime. Ok, j'adore cette forme, mais je dois l'avouer, le cinéma est grand, hein. Et là, ça ne m'arrange pas du tout. D'habitude, Solène permet de rétrécir quand on est de grande taille, mais là, il y a un problème. Aïe. On va devoir aller sur un astéroïde, ce sera plus simple. On se retrouve là-bas le temps que je me décoince, hein. Ah, c'est déjà mieux. Mais je dois l'avouer, cet astéroïde a été ramené récemment ici. Il contient une autre partie de Solenia et il a été ramené ici pour être protégé. Oui, pardon, la vidéo. Donc, commençons par la scène d'introduction. Je voulais pas parler de lui tout de suite, donc parlons plus de l'ambiance de l'introduction. N'ayant aucune parole, mais seulement de la musique et des bruitages. Donnant un aspect documentaire au film, ce qui était l'idée originale du premier réalisateur. Mais c'est doucement effacé au fur et à mesure des réalisateurs qui sont passés. Bien que cet aspect est minime, je trouve que c'est réussi, donnant un ton bien plus sombre que certaines productions déjà sorties, encore plus pour les années 2000. On y voit vraiment la beauté de la nature, que ce soit positif avec le miracle de la vie, avec cette vision de l'intérieur de l'œuf, mais aussi le plus dur quand l'œuf est attrapé sauvagement et baladé. Le film ne ménage ainsi pas ces scènes marquantes, montrant la mort et la chaîne alimentaire ouvertement. On n'est pas dans le monde des bisounours, mais celui des poutous. Personne n'aura cette référence. On tombe pas dans les scènes violentes gratuites à tout va, avec des cadavres et des squelettes partout. Elles sont là pour nous montrer la dureté du monde. Renforcées encore plus par ce choix d'animation 3D qui maintient un réalisme, bien qu'elle ne soit pas parfaite tout le temps. Les enfants, c'est ce qu'on appelle un grand nigosaure. Et voilà le travail. On en parlera plus tard. Dans tous les cas, on ne veut pas ménager les enfants. On veut leur montrer que le monde n'est pas si facile, que quoi qu'il se passe, tu vas souffrir, et que le monde ne sera jamais gentil avec toi, et tu... L'animation n'est pas toujours noire et a des vrais moments que je trouve spectaculaires, jouant parfaitement avec la double image de la nature. On peut parler de la scène de la météorite qui, avant d'être destructive, est imposante et hypnotisante dans sa beauté. Sans oublier toute la séquence de la traversée du désert, quand il marche ayant un aspect spectaculaire, surtout pour le plan du lever du soleil, illuminant le derrière du troupeau, annonçant déjà la suite du film. Pourtant, toute cette mise en scène aurait pu passer inaperçue si un élément ne la sublimait pas. C'est bien sûr la musique de James Newton Howard, apportant un aspect grandiose aux scènes, mais aussi des moments de contemplation qui apaisent nos cœurs. Et c'est l'un des plus gros points forts du film, qui apporte aussi pourtant un côté terrifiant quand celui-ci. Mais on va parler du Carnator. Plus précisément, du Carnotaure. Sachant qu'il y a une bonne diversité dans la faune, voici une petite liste qui me fait plaisir. Ok. Iguanodon, Paralésopheus, Brachiosaure, Pachyrhinosaure, Talo, Hystéricosaure, Ankylosaure, Sutomimus, Stygimoloch, Oviraptor, Carnotosaure, Vélociraptor, Geostormbea, Ichthyor, Niscoloceacus, je ne sais pas comment ils se disent. Et c'est pas facile à prononcer. Comme je disais avant de dévier, le Carno est l'une des forces du film. Ses scènes sont impactantes, étant une créature terrifiante jouant avec les ombres et cachant sa taille imposante dans les décors comme un vrai chasseur. Il est marquant, voire traumatisant pour certains. Je sais même pas si c'est un rire ou un cri. Pourtant, il n'est pas juste un monstre sans âme voulant juste tuer, c'est tout autant un animal qui veut survivre comme la horde, buvant, mangeant et dormant. Maintenant... Alors je sens que cette vidéo va mal finir encore. Bon, comme d'habitude, j'ai beau adorer regarder ce film, il a plusieurs gros défauts qui ruinent certains bons points déjà cités.
Le premier est que le film a un rythme très lent et surtout beaucoup d'éléments jamais utilisés. Le plus gros étant l'adoption d'Aladar et même plus largement les Lémuriens. À part apporter un humour de trop... Laissez passer Zinedine Zidane du plongeon. Ah ouais, hilarant. La seule raison que je trouve aux Lémuriens d'être dans le film est une identification plus simple pour les enfants. Mais même là, ça marche pas, hein, car les dinosaures font très bien l'affaire. La mise en scène est sympa, sauf des rajouts de ralentis qui sortent un peu de nulle part. Mais le souci original est que le film est trop joyeux. Ouais, You serious? Ok, il y a des moments violents, mais le tout est trop heureux dans l'écriture des personnages, l'histoire en général, ce qui desservit le film au final. Ah oui, et l'animation que j'aimais bien tout à l'heure. Bah, elle a beaucoup de problèmes et elle a assez mal vieilli. Entre les décors trop réalistes pour les personnages qui s'incrustent pas toujours très bien, certaines expressions qui font presque des screamers, et je parle Tu devrais même avoir honte, pas... honte de toi, honte, m'entends-tu? Tu as fait croire à une vieille folle comme moi qu'elle avait encore une utilité. Eh bien, je vais te dire, tu avais raison. Et je vais continuer à le croire. Qui plus est, je ne suis pas décidée à mourir ici. Est-ce que le film vient de me faire la morale? Et là, bizarrement, je suis content. Et je suis d'accord en plus avec ça. Oui. Non mais attends. Ok, on est de retour. Désolé pour l'interruption, je voulais sauver une partie de l'astéroïde. Alors, en conclusion, le film a beaucoup de défauts. Et oui, il aurait pu être beaucoup mieux. Mais si on a cette mentalité-là, beaucoup de films seraient à refaire. Il a ainsi des mauvais points, mais il reste une expérience de la période Disney qui aura su marquer par sa musique et son côté réaliste, montrant que la nature n'est pas simplement belle, mais aussi dure. Donnant en plus aux jeunes générations l'amour pour les dinosaures, car j'ai beau adorer Jurassic Park, il n'est pas facilement regardable pour les petits. Le film reste ainsi un bon préambule pour ce groupe. Arrête, je vais me faire... Oh ouais. Fini.